Aujourd'hui, je suis avec Chloé et c'est un grand honneur pour cette rentrée littéraire. Chloé vient d'écrire un roman, il est vachement bien, il faut absolument qu'on en parle, il faudra absolument que vous le lisiez. Il s'appelle Anna Partout. Anna Partout, c'est un des romans vraiment de la rentrée littéraire. Il est notamment, il me semble, sélectionné pour le prix premier roman des Inrocks. Et c'est très très chouette. Moi, je l'ai lu pour plein de raisons, mais notamment parce que Pauline Le Gall en a quand même parlé avec très positivement sur Twitter. Et je fais très confiance à Pauline et je la salue, donc je suis ravie. Et effectivement, sans aucun regret, c'est un roman qui est édité dans une collection qu'on connaît peut-être pas trop, on va peut-être commencer par là. Ouais, on peut parler un peu de ça. Ouais, qui s'appelle Scribe, ouais. Mais qui est en revanche dans une grande maison d'édition qui elle s'appelle Gallimard. Oui, Scribe, c'est une collection qui a été créée par un éditeur qui s'appelle Clément Ribes, qui était chez Bourgois avant, voilà, que certains connaissent, et qui a commencé, le tout premier roman qui a été édité, c'était un roman de Alexandre Valassidis, j'espère que je dis bien le nom. Je sais pas. C'était il y a un an, tout pile. Donc c'est vraiment une collection / édition toute neuve, quoi. Et toute récente, oui, parce que quand on regarde, on voit Scribe, donc on sait que c'est... On peut savoir que c'est Gallimard, mais c'est vrai que ça fait partie de ces gammes de maisons d'édition qui ont l'air d'être indépendantes et qui ne le sont pas, en fait. Oui, c'est vrai. Mais parce que les collections, en fait, on ne se rend pas compte que dans une grande maison d'édition, les collections sont très indépendantes. Oui, et puis... c'est une position un petit peu, je pense... à la fois dedans et en dehors, parce que Clément, donc l'éditeur, travaille, effectivement, travaille, je pense, d'une façon un petit peu en dehors de ce qui se pratique dans les autres collections de Gallimard, etc. Donc voilà, c'est un pied dedans, un pied dehors, mais je suis ravie de faire partie, parce qu'il y a plein de choses qui sont sorties déjà, qui sont des choses assez modernes, qui discutent du monde contemporain, voilà. Donc, parce que de la fiction. Ça veut être quand même la collection expérimentale de Gallimard. Je sais pas si... qui pour le coup regardiserait la blanche. J'ai pas demandé, donc je ne sais pas si tu serais d'accord avec cette étiquette-là ou pas. Mais là, c'est des présentations que j'ai vues comme ça, mais de façon un peu presse, quoi. Donc c'est pas forcément comme ça mais que le pense la personne qui dirige la collection. collection, je pense, et de l'ancrer dans la contemporanéité. Ouais. Et ça marche complètement avec ton roman. Et qui est un roman qui peut désarçonner, qui est assez complexe, qui peut être assez dur, et qui est en même temps très prenant. Ça, c'est mes premières impressions de lectrice. Grande réussite, c'est ton premier roman. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte, Anna Partout ? Anna Partout, c'est... alors, j'adore cet exercice. Pas forcément les discours rodés, donc je vais faire trouver. Ouais, mais c'est ça, face ça, tu vois, la causerie comme ça. Anna Partout, c'est une histoire d'obsession. Je pense que c'est... S'il fallait résumer en un mot, voilà, c'est ça le sujet. C'est un type qui fait une fixation extrêmement poussée. Il y a une mouche qui a décidé de venir discuter avec nous. C'est la mouche du coche. C'est un type qui fait une fixation absurde et extrêmement intense sur sa demi-sœur. Alors pas par le sang, c'est la fille d'une femme à qui son père se met en couple. Donc ils n'ont pas de lien de sang, mais ils grandissent ensemble une partie de leur enfance et de leur adolescence. Et au moment où ils deviennent adultes, lui est complètement obsédé par elle, a un désir terrible de s'insérer dans sa vie à elle, et va le faire de la façon la plus sympathique qui est, c'est-à-dire en la stalkant dans la rue, en s'introduisant chez elle. Alors j'ai un grand sourire, mais on va quand même préciser malgré mon grand sourire que stalker, ça veut dire suivre quelqu'un et espionner quelqu'un absolument partout. Oui. Alors en fait tout ce que tu décris, ça fait partie de ce qu'on appelle les violences conjugales, mais on n'est pas dans une situation conjugale ni amoureuse. On est dans une situation de famille un petit peu recomposée comme ça, bizarre, où sans doute, ou en tout cas moi je l'ai pensé comme ça, il se l'autorise parce que c'est une situation où il n'y a pas de barrière aussi claire que si c'était vraiment sa propre sœur de sang. Mais bien sûr c'est une histoire terrible.
Je sais pas quoi dire. Non, mais ça marche enfin, bien. Alors, ouais, j'ai déjà l'impression, donc ce que tu décris, c'est ce qui s'appelle notamment en psychanalyse l'incestuel. Oui. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'il peut y avoir de climat incestueux, sans qu'il y ait forcément le crime ou les agressions d'inceste. Oui. Et d'ailleurs, il dit qu'il n'est pas amoureux d'Anna. Oui, il le jure, c'est grand Dieu. Après, charge au lecteur de décider si c'est vrai ou pas. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle amour? Moi, je vous renvoie à Pour en finir avec la passion, que j'ai déjà cité la semaine dernière, qui dit que ce qu'on appelle amour peut s'appeler passion ou passion toxique, enfin, ou pas forcément avoir le nom d'amour, mais ça, c'est une question qui est très ancienne et très contemporaine. Ouais. Donc, en tout cas, que tu poses, ou que tu amènes à se poser. Et ce que tu décris aussi, quand tu parles de permissivité, c'est exactement, tu vois, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, c'est exactement la façon, finalement, alors, c'est pas exactement, mais ça recoupe très fortement la façon dont Dorothy Ducy décrit le système d'inceste comme un système de pouvoir dans le berceau des dominations. Oui, complètement. Et en tout cas avec une volonté, peut-être pas une domination déjà là, mais une domination symbolique, ou en tout cas qui essaie de se mettre en place et d'être absolument totale de ce jeune homme sur cette jeune femme, enfin jeune homme. Oui. Ça, alors, ça dépend un peu de si on est jeune à 30 ans. Oui, voilà, ça, puisque tout ça, ça démarre, on va dire, au moment où ils ont une vingtaine d'années. Enfin, c'est là que ça se met en place, cette espèce de moment de stalking, et puis tout ce qui s'ensuit, jusqu'à à peu près, on va dire, avant ses 30 ans. Et l'amplification de tout ça au fur et à mesure, parce que bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Ah ben ça s'arrête jamais. Mais, donc ça, c'est 10 ans. Ouais, de relation. Je dirais peut-être même un peu plus, parce qu'il y a des passages sur quand ils sont enfants et tout, adolescents ensemble, pour qu'ils viennent un petit peu nourrir tout ça et dire c'est quoi l'avant, c'est quoi l'après, dans quelle situation se permet. Pour moi, le motif de ce que tu appelles l'incestuel, etc., ce côté relation de famille un petit peu recomposée, c'est venu aussi parce que il y a un espèce de trope qui existe sur internet dans, on va dire par exemple la pornographie, notamment américaine, mais pas que, ça s'invite un petit peu chez nous aussi, de la stepsister, qui est l'objet de désir fantasmé, que je trouve personnellement très dérangeant comme... enfin, voilà. Et donc c'était une façon de construire autour de ça aussi, quoi. Globalement, tu as cherché ce qu'il y avait de très dérangeant et d'instable aussi dans ces positions sociales, et ça s'est trouvé dans cette configuration-là. Ouais. C'est un livre qui est très dérangeant à plein de niveaux. Peut-être qu'on peut lire le début pour commencer à dire comment ça se met en place. Ouais. Ouais, si t'es partante. Bah, je vais te laisser lire le début. Ça marche. Allez, dès le titre. Dès le titre, du coup je te lis... Oui, okay. Bah, moi j'aime bien quand on a tout comme ça. La totalité. Ouais, mais parce qu'en fait ça fait partie du tout. Ouais. Et bah c'est parti. Donc Anna partout. On va lire la partie 1 page, enfin, le début. Et donc ça c'est un épigraphe. Tu m'as appris son nom tout à l'heure, alors que je ne connaissais pas. C'est la citation qu'on met avant. Au début d'un chapitre, ça peut être au début d'un poème, hein, tu vois, la citation en haut, etc. C'est une épigraphe. En tant qu'œuvre d'art, l'ouvrage transcende ses aspects expiatoires. Toutefois, ce n'est pas tant son intérêt scientifique ou sa valeur littéraire qui nous importe que l'impact moral qu'il devrait avoir sur le lecteur sérieux. Car, à travers cette poignante analyse personnelle, transparaît une leçon universelle. Cet enfant rétive, cette mère égoïste et cet obsédé pantelant ne sont pas seulement les personnages hauts en couleur d'une histoire unique en son genre. Ils nous mettent en garde contre de périlleuses modes, ils stigmatisent des maux redoutables. Donc ça c'est signé John Ray Jr., docteur en psychiatrie, avant-propos au manuscrit de Lolita, 1955. Parfois j'oublie qu'Anna existe, mais juste un peu. Pour un petit moment, je suis seule et les choses importantes s'arrêtent sous la plante de mes pieds. Le décor se dévoile quand j'arrive et disparaît ensuite lorsque je regarde ailleurs. C'est un drôle de monde où je suis enfermée, où je passe 8 heures par jour au téléphone avec des inconnus qui cherchent à se débarrasser de moi le plus vite possible, où je mange du plastique emballé dans du plastique, où les gens soudainement se remettent à s'habiller comme dans les années 90, et où le temps qui s'écoule se résume à une succession d'images et d'objets. Un chiffre virtuel de débit et de crédit tous les mois. Tout ça me remplit et déborde presque. Dans ce monde-là, j'ai la sensation très précise
de marcher avec 2 mains constamment plaquées sur les oreilles. Et ce ne sont pas mes mains, elles ne m'appartiennent pas, elles pourraient me lâcher à tout instant. Les mains, en un sens, sont plus réelles que moi. Ensuite, je respire et puis à la fin, ça passe. Anna tient un miroir à main sans le regarder et fume une cigarette. La lumière de la pièce se concentre dans ce petit morceau de verre et est réfractée sur le mur derrière elle. Ça fait un carré blanc presque parfait sur la tapisserie, juste au-dessus de sa figure. La fumée flotte autour de son crâne. Je lui pose une question, elle ne répond pas. Elle brosse d'abord l'air avec ses yeux, puis retire la cigarette de ses lèvres. En face d'Anna, une table basse. Tout un tas de choses s'y entassent, des billets, des fards à joues ou à paupières, inutiles. L'ombre dans les yeux, les couleurs aux pommettes, elle les a déjà sans les peindre. Des microplantes et des bougies, un briquet, un collier. Le collier, je ne l'ai jamais vu. Et c'est stupide, je pense. Quelqu'un lui a offert il n'y a pas longtemps. C'est que je reconnais tout chez elle, ses regards, ses façons, ses affaires, son quotidien et sa manière d'être, que ce soit en général ou en particulier en face de moi à cet instant. Quand elle ouvre la bouche, je sais le son que sa voix fera avant qu'elle entre dans l'air. Anna, c'est une surface lisse dont on a effacé tout le grain, les rugosités au fur et à mesure. Je reste silencieux. Puis Anna demande où j'étais partie, et je sais bien que, quelle que soit ma réponse, sa réaction à elle sera identique. D'abord, elle penche très légèrement la tête sur la droite, puis ses yeux quittent la pièce pour aller se perdre ailleurs. Pas qu'elle n'écoute pas, mais elle sent qu'écouter est suffisant. Elle ne voit pas le besoin de vous scruter et de traduire en mots tout ce que disent nos attitudes et que nous souhaiterions ne jamais voir nous échapper. Alors elle prend cet air d'indifférence, ça où elle n'en a simplement rien à faire. Tu n'appelles jamais, je dis, pas plus que toi. Elle pose le miroir, sa cigarette, et se lève. Elle est moins grande que dans mon souvenir, suffisamment grande pourtant pour m'embrasser sur la joue, pieds nus sur la moquette. Je dois filer, reste si tu veux, les clés sont dans le plat. Je ne bouge pas, elle est accroupie dans le couloir à présent. Elle cherche des chaussures dans un placard, une manche de son manteau passée, l'autre traîne au sol. Le plat, je demande tandis qu'elle me met finalement la seconde manche. Bleu, le vide-poche, à côté du lit. Elle claque la porte derrière elle, je traverse la pièce et vais m'asseoir dans son fauteuil. Elle a tout laissé en plan. Je tends la main pour attraper le collier, et puis je me ravise et ma main reste là, comme ça, en l'air. Voilà, donc ça dit pas grand-chose au final. Ça dit tellement de choses. Si ça dit pas grand-chose, ça dirait quoi pour toi déjà? C'est intéressant parce que parmi les petites notes de préparation que j'ai prises de mon côté, parce que vraiment parler sans savoir de quoi on allait parler, je suis désolée, c'est le problème de l'improvisation. Enfin, je suis le type de personne que ça panique, donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu aux choses. Non, mais t'inquiète pas. Et donc, je me suis dit que... la façon de construire ce passage, de toute façon, c'était que je voulais que ça dise finalement très peu de choses à propos d'elle et que ça dise beaucoup de choses à propos de lui par la façon dont il la regarde et ce qu'il en déduit et comment il pense à elle, comment il se formule les choses, qu'est-ce qu'il s'autorise à penser, etc. etc. Et quel sens il met dans une scène très banale de interaction, tiens les clés, elles sont là. Je le vois 100%. On commence par pourquoi. Alors le titre il semble assez clair sur ce qui se passe dans le livre. Il y a peut-être d'autres raisons à ce titre Non, je pense que vraiment l'idée c'était de dire que c'est d'exprimer cette focalisation. Après je me suis rendu compte a posteriori que ça pouvait aussi s'entendre par il y a des Anna, plusieurs, multiples partout. Voilà. Je suis d'accord pour dire que ça s'applique aussi. Je pense que ça fait partie des choses où on peut le voir comme ça. Et Anna, le fait que ce soit un prénom qui soit un palindrome, oui. Et donc qui va signaler une forme de réversibilité a été... Enfin, je suppose, moi, c'est ce que je vois quand je vois Anna. Ça a été... Enfin, pourquoi ce prénom-là ? Je pense que je cherchais un prénom qui soit
j'ai envie de dire banal, non, peut-être pas exactement banal, mais assez assez familier, que tu puisses reconfigurer un petit peu comme ça, que tu puisses y mettre un petit peu ce que tu veux. C'est pas un personnage qui est très construit, enfin je sais pas si c'est ton avis, mais en tout cas moi je pense que dans mon approche l'idée c'est qu'il est fixé sur quelqu'un qui le reconstitue même presque pas en tant que personne. Elle a un prénom, voilà, comme ça ça pourrait être un petit peu un Lego qu'on démonte et qu'on remonte, et puis ça fait toujours la même chose, et puis il y a un truc un peu circulaire, tu vois, dans le... Ah oui, tu voyais le palindrome comme quelque chose de circulaire, et moi je voyais aussi du côté de la réversibilité des signes, par exemple le fait qu'ils se disent soit elle est en train d'écouter, soit en fait elle s'en fiche, Ouais. mais qu'il est pas, mais tu vois qu'il y a une espèce de polysémie des signes, et là d'ailleurs en fait il est un peu tout le temps en train de galérer quoi, sur les signes, mais il a quand même conscience de pas arriver à quelque chose de définitif. Il n'est pas... C'est pas le paranoïaque clinique. Non, il a une sensation quand même qu'il y a quelque chose qui se passe qui est problématique, je pense, dans son discours, mais ça fait surface... souvent c'est englouti par la vague de je regarde cet objet que j'ai en face de moi, et je le modèle un petit peu comme j'ai envie de le modeler, etc. Et un truc aussi avec le prénom, c'est qu'il est du coup extrêmement répété tout au long du livre. Et je l'ai fait un peu volontairement. J'aime bien je sais pas si tu connais ce truc qui fait que quand tu répètes un mot plein de fois à la suite, il perd son sens, il perd sa nature, etc. Tu dis 30 fois tu te lavabo, maintenant tu sais plus ce que c'est lavabo. Je l'ai fait avec Arc-en-Ciel la première fois. Voilà, et je trouve qu'il y a des mots, en tout cas dans ma perception à moi, il y a des mots et des sons avec lesquels ça marche mieux. Et je trouve que Anna, de par ce côté palindrome, mais qui est aussi au niveau des sons, tu vois. Ah oui, tu l'entends. Finalement, c'est assez peu de choses, tu vois. Il y a des prénoms qui sont beaucoup plus longs, etc. Ça déclenche ça plus vite. Voilà. Okay. Ah oui, donc il y a vraiment une onomastique précise. Une épigraphe quand même intéressante. Oui. Donc c'est hyper intéressant. Donc on rappelle la citation qui va signaler le début de la partie. Et là je fais la prof de français. L'épigraphe est un geste d'auteur, donc d'autrice, mais dont le lien avec le reste est à reconstituer. Donc ça rend les choses absolument passionnantes. Mais c'est une épigraphe qui d'une certaine façon dit tout. Mais peut-être que c'est pas vu. Enfin, quoi qu'en dis-tu? Alors en fait c'est la fin du véritable incipit de Lolita. Parce que les gens pensent toujours que l'incipit de Lolita c'est Loli, etc. On va pas le réciter parce que voilà. Mais en vérité Lolita ça démarre par cette fausse citation d'un psychiatre qui examine Humbert, etc. Et il se trouve que ce passage-là s'applique un petit peu au procédé, enfin à la narration du livre. Ça marche bien parce qu'il y a... Complètement. Mais puis tu le fais au niveau de Nabokov, donc tu peux y aller. Et je pense que c'est intéressant parce que Nabokov présente ce document d'un psychiatre comme si c'était quelque chose de réel. Sauf qu'en fait, bien sûr, ça fait partie de... On est déjà dans la fiction, c'est déjà son geste de fiction, donc ça n'est pas une réelle épigraphe. Tu veux bien que je explique ce qu'est Lolita? Parce que Lolita, c'est donc ce grand roman de Nabokov pour lequel il est très célèbre et très mal compris. Oui. C'est le roman... le roman est constitué du journal d'un type qui s'appelle Humbert, et qui va donc nourrir une obsession, alors franchement érotique, pédocriminelle, pour Dolores Haas, qu'il surnomme Lolita. Et en fait, c'est un journal qu'il écrit quand il est en prison. Et donc ça, c'est l'expertise psychiatrique de Humbert au début. Et toi, tu cites là la fin de cette expertise psychiatrique qui précède immédiatement le début du journal d'Humbert. On va le rappeler. Nabokov n'est pas quelqu'un qui aime les petites filles, ni qui trouve normal de coucher avec des petites filles ou de trouver sexy des petites filles. Et c'est quand même pas super chouette de considérer que le phénomène Lolita, ou que dire d'une petite fille que c'est une Lolita, est sain. Oui. Voilà, en tout cas, Nabokov n'est pas d'accord.
Et donc c'est dans le livre parce que pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'au moment où j'ai commencé à écrire Anna Partout, je venais de lire Lolita, peut-être l'été d'avant ou l'été d'encore avant, quelque chose comme ça. Et ça m'a beaucoup parlé, enfin, c'était un grand choc pour moi, une espèce de révélation de dire il y a un danger qui existe qui peut exister dans la littérature, dans le fait de rentrer, la capacité qu'a un roman par exemple à nous faire rentrer dans la perspective de quelqu'un d'extrêmement problématique, reconfiguré par le plaisir esthétique qu'on peut avoir, la beauté qu'on peut percevoir de l'expression, surtout à la première personne, parce que du coup, mais ça suscite plus d'empathie, etc. En fait, cette poésie qu'on amène dans la narration, elle peut amener le lecteur à adhérer à tout et n'importe quoi, au final. Surtout le lecteur non averti. Et donc peut-être qu'en ce moment on est un peu plus averti et donc on adhère un petit peu moins, mais je pense qu'il y a beaucoup de l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de penser à une blague débile que je fais toute seule qui est un homme abruti vaut bien un demi. Voilà, c'est sorti. Voilà, c'est un peu un truc d'époque, j'ai envie de dire. Mais je pense que... T'inquiète. Mais je suis un peu autonome aussi pour les rigolades. Ça me permet de redescendre un peu les pieds sur terre sur ce que non, mais par contre, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et c'est très remis en question en ce moment. Et ton livre, il est vraiment crucial pour ça, pour le comprendre aujourd'hui aussi. Oui. Je pense que, en tout cas, dans les choses qui ont déclenché l'écriture de ce livre, Lolita, ça a joué une grande place pour moi. Parce que je l'ai connu d'abord par le fameux deuxième Inkitid dont je te parlais avant, que les gens citent souvent par pur plaisir esthétique, ce qui est terrible. Et c'est vrai qu'il est très beau. Et c'est vrai qu'il est très beau. Mais ce qui est terrible à se dire lorsque tu sais ce qu'il y a réellement dans le livre et ce que ça raconte, etc. Et à la fois, c'est tout le procédé qui est mis en place par Nabokov de construire cette... un piège. Oui. C'est 100% un piège. C'est un piège. Alors c'est très très Nabokov. Nabokov, c'est aussi la vraie vie de Sebastian Knight, où en fait on se rend compte. Donc, ça, c'est l'histoire de l'édition d'un manuscrit, l'édition savante d'un manuscrit de poète, par un savant vaguement académique, qui en fait, de note de bas de page en bas de page, stalk le poète qui est son voisin et qui finit par aller l'espionner chez lui ou faire des choses complètement dingues. Donc en fait, Nabokov, il est habitué de ces jeux littéraires. Ouais. Et qui passe par ce qu'on appelle en fait une narration non fiable. Le narrateur n'est pas fiable, déjà parce qu'il est éthiquement, moralement très douteux. Mais aussi, on a l'impression, c'est quand même, tu vois, enfin, c'est ce que je lis en tout cas quand la main restant, enfin, sur tous ces questionnements déjà et l'obsession qui arrive dès le début. C'est éthiquement très discutable et ça mène à des comportements très douteux, en tout cas qui sont déjà illégaux, comme le rappelait. Oui. Très, très nettement, et on va quand même donner des détails je pense, mais qui amène aussi à une épistémologie très instable. Et en fait, tu prends une narration non fiable, et donc on ne sait plus quoi penser. Oui. Et c'est donc moi, au début, j'ai quand même eu du mal à rentrer dedans, enfin, j'ai pas compris tout de suite ce qui était en train de se passer. Oui, tu savais pas quelle position morale tu devais prendre par rapport à ce que tu étais en train de dire. Et oui, et puis est-ce que c'est encore cette énième histoire d'amour ? Oui. Est-ce que c'est autre chose ? Puis d'un seul coup, tu te rends compte que c'est sa sœur, au moins symbolique. Donc t'es là, tu fais oh. Mais je pense que c'est volontaire ça, qu'on ne comprenne pas tout de suite quel est le lien pour... Oui, parce que si tu annonces tout de suite, enfin si j'avais annoncé tout de suite, en fait c'est sa sœur, etc., tu peux pas rentrer dedans et être dans cette position. Alors, j'ai tenté, hein, voilà. Donc ça fait ça sur les lecteurs et les lectrices. Ça marche. Mais l'idée, c'était de te placer dans une posture un petit peu délicate en tant que personne qui lit le livre, et instable, de dire est-ce que je dois faire confiance, est-ce que je dois me laisser aller dans ce récit à la première personne,
ou est-ce que je dois le prendre avec de la distance. Voilà. Mais on parlait tout à l'heure du fameux épigraphe, donc je vais y revenir. Le mettre là, c'est aussi une façon de te dire... Alors, ça fonctionne que pour les lecteurs qui sont avertis, qui savent de quoi ça parle, Lolita, forcément. C'est une façon de te dire, attention, thématiquement, on est dans des choses qui sont proches de ça, quoi. Et donc on va être sur, en tout cas, faites au moins attention, narrateur pas fiable, comme il y a les attention chien méchant. Oui, non, c'est pas exactement un attention chien méchant, mais je pense que il y a... Je pense que on peut parler de la question de est-ce que c'est vraiment un épigraphe ou est-ce que c'est déjà le narrateur qui choisit de mettre ça comme citation. Alors, oui. Parce que c'est pas signé Nabokov en plus. Oui. Donc tu gardes la fiction... Donc on est déjà dans un espèce de trifouillage de la fiction. Parce que... Et puis, cet enfant rétive, cette mère égoïste et cet obsédé pantolant, tout le monde en prend pour son grade, mais pas de façon très juste. Non, bien sûr. Bien sûr, c'est un peu une révision de dire qui est la faute, etc. Parce que là, en tout cas, moi je me souviens pas de l'avant-propos en détail, mais en le relisant comme ça, je me suis dit, bon, c'est super, tout le monde en prend pour son grade, et finalement, c'est presque pas trop sa faute, parce que lui, il n'est que psychiatrisé. C'est que le troisième. Et c'est que le troisième. Psychiatrisé, absolument. Dans la liste. Donc finalement, on n'est pas non plus, on est dans quelque chose qui annonce des jeux de fiction, oui, mais qui ne met pas du tout à distance les axiologisations, donc les systèmes de valeurs douteux. Oui. Et en même temps, s'agissant d'un truc de fiction... dans la psychiatrie, qui est quand même un des outils principaux qui sont à disposition des gens qui cherchent à justifier ou à se dédire ou à se défaire d'une faute, notamment dans le cadre des harcèlements, de crimes de toutes sortes, avec les conséquences que ça a, quoi. Je sais pas quoi t'en dire. Mais non, mais j'ai envie de partir dans tous les sens parce que tout est passionnant, notamment moi. Maman reste là, comme ça, en l'air, qui me paraît extrêmement évocateur et riche de tout, parce que là, on a une espèce de suspens littéral au niveau de la diégèse, au niveau du geste, au niveau de l'image qui est suggéré. Et on voit aussi que ce suspens, mais en fait, il n'est que temporaire et que tout va se suivre, mais qu'il n'y avait aucune causalité ou aucune fatalité là-dedans. Mais les choses sont racontées comme si elles se passaient avec une forme de dissociation. Oui. Voilà, du narrateur. Déjà, on peut peut-être avancer un petit peu dans le récit et dire que il est dans un projet d'écriture lui-même. Et donc forcément, il y a un truc de toutes ces choses qui sont présentées, notamment au début du livre, c'est sa propre écriture, son propre récit de ces moments-là. Et donc forcément il rechigne un peu à se présenter sous un jour frontalement harceleur, frontalement dans l'envahissement de l'intimité de Anna alors qu'elle n'est pas là, qu'elle le laisse en confiance avec ses affaires. Et l'écriture montre quelque chose aussi de très tendu, en fait, avec une tension entre la maîtrise que suppose, au moins, on va dire symboliquement, l'écriture, et la résistance de l'objet d'écrit. Ça s'appelle l'objet d'écrit Anna. Ah oui, d'accord. Oui. Qui se laisse pas saisir, qui se laisse pas décrire, et donc il y a quand même une écriture impossible, et pourtant la poursuite en permanence de cette écriture. Est-ce que c'est... Alors je sais pas si ça lui est impossible, ou si c'est lui-même qui refuse d'y aller complètement, parce que ça révélerait. Et donc, ça qui rentrerait dans une espèce de faille morale en tant que... Enfin. Mais ça, d'une certaine façon, c'est parce que tu ramènes l'écriture du côté d'une description du réel, mais si ton écriture, elle est fantasmatique, il est en plein dedans. Ouais. Mais là, tu dis beaucoup de choses de ton écriture. Ah, je sais pas si on parle de mon écriture vraiment, mais... avec en tout cas une espèce de frontalité paradoxale, vu le jeu de fiction qui est celui de ton roman, mais qui finalement regarde les choses de face, et quand bien même elles sont assez horrifiques. Oui.
Oui, parce qu'à un moment, il faut bien, pour faire avancer la narration de cet objet livre, tu vois, il faut bien donner des pistes quand même au lecteur, à la lectrice de ce qui est vraiment en train de se tramer. Et alors, qu'est-ce qui se trame? Alors, qu'est-ce qui se trame? Je t'embête pas. Non, absolument pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec avec ses clés qu'il va récupérer chez Anna, alors qu'elle le laisse dans son appart en disant bon, tu fermeras derrière moi, en gros, il va en faire un double. Il va s'en servir pour s'introduire chez elle sans qu'elle le sache. Il va mettre en place un stratagème pour infiltrer son ordinateur personnel. C'est que des choses qu'il ne faut pas faire. Le suivre, il va la suivre dans la rue. Ne faites pas ces choses-là. Etc. Et de façon routinière, quotidienne, voilà, tout ça devient sa nouvelle vie. Sa nouvelle vie devient sur Yana. Ça devient le motif principal de son existence, mais aussi le sujet principal de son écriture. Donc ça devient... En fait, il esthétise un petit peu son propre... son propre crime. Voilà. Et sa prédation. Et sa prédation, absolument, sa domination, cette espèce de désir interdit qu'il n'ose pas formuler, mais qui flotte un petit peu comme ça au-dessus du livre. Et qui partage d'ailleurs avec un autre mec, à un moment. Oui. À un moment, ils se mettent à deux à la regarder. Enfin, oui. Tous les vendredis soirs en mangeant des pizzas. Non, mais les bros, quoi. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'il partage ça avec lui? Oui. Ou en tout cas, il se fabrique un complice qui est un peu coincé dans ça, mais qui est tout à fait consentant. Il revient. Oui, voilà. Il revient et tous les deux, ils regardent Anna le soir et un jour... bon, peut-être que je divulgue trop. Non, si, vas-y. Mais je trouve que c'est quand même vraiment intéressant qu'un jour il revient et l'autre vient de voir Anna en train de faire l'amour. Oui. Et c'est un genre de grand choc. Mais finalement, il y a quand même des moments où tu te demandes si l'autre est un double réel ou inventé. C'est intéressant parce que c'est pas forcément une question que je me suis trop posée. C'est un personnage au même titre que les autres personnages fabriqués par ce narrateur principal qui est en train d'écrire. Mais est-ce que celui-là il est plus réel que les autres ou moins? Je saurais pas te dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils la regardent. À un moment, ils ont complètement passé le cap de dire on a fait ce truc. Il la regarde vraiment comme il regarderait un espèce de documentaire animalier. Quoi. Ah oui, parce que c'est même pas de la télé-réalité, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas la mise en scène de la télé-réalité, par exemple. Ou alors ce serait une forme très... mais il y a des expériences internet. Très internet, très... c'était vers là que j'allais. On va faire le lien. Très proto-télé-réalité peut-être un petit peu, je pense dans l'aspect. Mais c'est sûr qu'ils sont dans un truc ultra... où ils se posent plus de questions en fait. Ils sont roue libre. Ils sont roue libre, ils se posent plus de questions. Lui, il l'a complètement esthétisé. Cet autre personnage qui s'appelle Samy, on connaît pas vraiment trop ses motivations, à part que peut-être il a une existence qui a l'air un petit peu vide. Il y a de la pizza et des Doritos au fromage, donc après, pourquoi pas. Tout est possible à partir de là. Oh. Oui, mais en fait, tout est possible parce que est-ce que c'est si grave que ça de regarder une nana sans son consentement? Pour ces personnages, en tout cas, c'est pas si grave que ça, quoi. Voilà. Et donc, il y a le choc de quand il la surprend en train de faire l'amour, mais en même temps, c'est un espèce de choc qui est... oui, voilà, comment elle est surpris bien évidemment que quand tu mets une caméra à son insu dans la chambre d'une femme, à un moment, tu vas la surprendre dans son intimité, quoi. Et là, finalement, on est quand même très proche d'expériences volontaires de personnes, parfois des femmes qui se sont elles-mêmes filmées. Oui. Mais il y a aussi tout un phénomène de caméras détournées, piratées. Mm-hmm. Ces choses-là, j'imagine qu'elles sont dans l'arrière-plan de tes pensées quand tu écris tout ça. Oui, c'est sûr. Il y a... je pense que j'ai vécu plusieurs moments où collectivement il y a des gens qui disaient il faut absolument bloquer les petites caméras qui sont sur les PC portables, etc. parce que ça fait partie des ça fait partie de cette espèce de mythologie de ce que tu risques en tant que femme
et je dis mythologie parce que peut-être le premier risque, c'est pas forcément celui-là. C'est pas qu'il y ait un inconnu qui pirate ton ordinateur pour te regarder. Mais c'est peut-être ton demi-frère. Et voilà, en fait, c'était de dire, en fait, ça survient, mais ça survient d'où? De la sphère familiale, intime, de gens qu'au final elle connaît, quoi. Parce que finalement, ça amène quelque chose donc, qui est très ambivalent et dérangeant, et c'est un des nombreux grands intérêts de ton livre, qui est que d'un côté, lui, il va de plus en plus loin, et c'est ce qu'il veut sans le dire, donc on le suit, oui. Et on se demande jusqu'où ça va aller, un peu comme dans une tragédie. Oui. On sent bien que ça va pas... voilà, que ça risque d'aller dans le mur, ou que ça va pas top, quoi, en tout cas. Enfin, le moral n'est pas vraiment là. Mais en tout cas, ça avance. Et donc, nous, avec lui, on a envie d'en savoir toujours plus sur Anna, d'autant que lui-même étant dissocié et tout n'étant pas clair, on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe autour d'Anna. Il y a par exemple des personnages qui en fait n'en font qu'un, des choses comme ça. Oui. Et en même temps, on a un peu envie que ça s'arrête parce qu'on sent bien que c'est pas top et on se demande quand est-ce qu'il va être découvert. Et donc, je suis désolée. Et alors, j'ai rêvé que je fume une cigarette cette nuit. Ah. Je pense que c'est pour ça que je tousse aujourd'hui. Donc c'est parce que ça fait 3 mois que j'ai arrêté. Parmi les vagues trucs définissants d'Anna, c'est qu'elle fume. Oui, voilà. C'est une espèce de cliché, de stéréotype de femmes fatales. De femmes, une espèce d'archétype féminin un peu désirable, un peu la parisienne comme ça. Ouais. Un peu libre, un peu autonome, un peu émancipée. Et qui finalement aussi ne se rend pas compte peut-être que ce signe de liberté est un signe de dépendance et de danger. Enfin, il y a aussi un peu tout ça, mais voilà. Et en fait, on est pris tout au long du récit, dans la construction du récit, dans cette double tension de on a envie que ça continue, on a envie que ça s'arrête, on a envie qu'il puisse faire les choses et on a peur qu'il soit découvert, et en même temps on veut qu'il soit découvert. Et ça amène des enquêtes un peu en même temps, et avec ce truc, et donc on se dit mais que va penser Anna, puisque ils sont quand même frères et sœurs, ils ont été élevés ensemble, et avec en même temps des éclairages de plus en plus précis sur leur passé commun, qui éclaire tout cela, j'ai envie de dire, d'un jour de plus en plus sombre, pour peu que les jours puissent être sombres. Alors là, je fais un résumé sans entrer trop dans les détails, qui reste un peu abstrait, peut-être un peu mystérieux, mais parce que c'est déjà, moi, ces questions de structure là, narrative ensemble, ça crée un suspens ou un suspense extrêmement poisseux, en fait. Collant. Il y a quelque chose un peu collant, quoi, tu vois, et dans lequel on n'est pas forcément à l'aise, et qui en même temps marche très très bien. Je pense que j'ai beaucoup consommé de... alors, je suis désolée pour les anglicismes. C'est pas grave. Moi, je suis désolée, il y en a beaucoup. Murder mystery, qui fonctionne souvent un petit peu à base de ce suspense un petit peu collant, où on ne sait pas trop ce qui va se passer, on veut que... Donc là, en fait, tu décris les vrais faits divers racontés par des gens. Alors, non, plutôt la fiction, donc je parlais tout à l'heure d'Agatha Christie. Donc vraiment etc. les polars. Donc vraiment les polars, etc. Il y en a quand même, c'est pas le cas pour tous, il y a plein de gens qui font autre chose, mais je pense qu'il y a quelque chose que j'ai ramené automatiquement. Ça marche. Du suspense. J'ai un goût personnel pour les romans qui sont un peu labyrinthiques, qu'on doit décoder, l'enquête, etc. Et donc la structure un petit peu à tiroir, un petit peu éclatée, comme ça, je procède un peu de ce goût personnel là, et en plus de ça, elle est aussi liée à, j'ai envie de dire, au contexte, au décor un petit peu du livre, puisque la première partie, c'est un peu écrit comme des notes de blog. On est entre 2010... Page, c'est le... Page, ça marche aussi. C'est le truc de Mac, là. C'est peut-être un peu ça aussi, tu vois. Au début, il écrit ça comme des notes de blog. Donc c'est très morcelé, c'est des passages assez courts, ça navigue un peu d'un sujet à un autre. Avec notamment ces barres verticales. Qui signalent, je pense, les états antérieurs du texte, un peu plus blog. Oui, voilà, c'est ça. Alors au tout début, dans le tout premier brouillon que j'ai fait, cette partie-là, il y avait vraiment des titres à chaque note de blog, etc. Après, on a écrémé tout ça sur le site un peu. Donc pour que ce soit plus simple, quoi. Oui, parce que...
parfois il faut simplifier un petit peu les choses, mais oui, il est dans une existence qui se développe sur Internet aussi. Et donc il y a un éclatement de sa façon d'écrire, de son attention, passer d'un sujet comme ça à un autre, etc. Qui est lié aussi à cet endroit où il arrive à exister en termes d'écriture, quoi. Partie 2, Pixel. J'aime beaucoup. Avec une autre épigraphe. Je la continue, vas-y. Couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Cette phrase est souvent utilisée par plaisanterie à la vue d'une poitrine dénudée par les personnes cultivées. Elle est extraite de l'acte 3, scène 2 de la comédie en vers de Molière, Le Tartuffe ou l'imposteur, écrite en 1669. J'aime-les-mots.com, auteur inconnu, 2016, retrouvé via google.fr. Résultat 1 sur environ 4 590 000, 0,55 secondes. Donc là, on est vraiment dans Internet. On est dans Internet. Alors, ça, c'est les petits espaces où on essaye d'alléger un petit peu et de montrer des choses. Tu vois, ça te fait rire, donc je suis contente. Parce que de temps en temps, il faut qu'il y ait un petit truc qui soit un peu drôle pour... Je voulais absolument parler pour survivre à ce livre, etc. Mais oui, il y a Internet, c'est un grand sujet. Cette épigraphe-là, c'est un peu comment est-ce qu'on discute pas d'Internet, mais comment on discute de littérature sur Internet. Voilà. On pense qu'on veut de cette citation j'aime-les-mots.com. C'est pas faux, hein. C'est pas faux, c'est peut-être une lecture... c'est réducteur. C'est une lecture ultra réductrice. C'est ultra réductrice, mais j'ai tellement eu l'impression de lire du Flaubert. C'est le dictionnaire des idées reçues, il est vraiment 100% ce ton-là, quoi. Ça m'a vraiment fait rire en ayant l'impression de voir un pastiche, mais je pense complètement inconscient, de Flaubert. Tu l'as vraiment trouvé ou tu l'as écrit? Non, alors c'est un vrai site, j'aime-les-mots.com. J'ai un peu remanié la citation pour qu'elle soit un peu plus choquante comme ça, mais de mémoire, c'est quelque chose de cet ordre-là qui était écrit au moment où je l'ai consulté. Et on va voir dans cette partie-là, notamment, alors est-ce que c'est là? Ouais, on commence à avoir en fait des effets que moi j'appelle de found footage, mais c'est un transfert. Le found footage, c'est au cinéma, les bobines retrouvées, ce qui correspond en littérature à ce qu'on appelle la fiction du manuscrit retrouvé. Et ça passe notamment par des jeux de typographie qui donnent l'impression d'être sur Internet, en fait, qui sont des extraits directs. Et ça interroge. Alors on a des passages, on peut... N'ayons pas peur, mais quelques passages en anglais. Oui. J'ai réussi à les comprendre alors que je suis pas très forte en anglais, donc c'est que ça va. Il y en a un très gros, et puis après il y a un peu des mots parfois qui se glissent. Mais qui sont d'époque en fait, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Notamment, hop là, on va le montrer directement. Alors oui, avec tout ça, j'ai pas montré la couverture, ce qui est quand même un scandale. Je te fais un... Non, c'est bon. Parce que je voyais le soleil. Ouais, mais j'ai pas un éclairage super valorisant ici, mais bon. Donc là, on a les Doritos, et c'est quoi? C'est sa boîte mail finalement? C'est son navigateur internet? Là, on est c'est Facebook, là. C'est son Facebook, on est sur du Facebook, Facebook période, on va dire, je crois qu'il y a une date quelque part, 2012, 2014, voilà, 2014, je viens de voir là. On est sur du Facebook bien 2014, période... Alors on est un peu après on est 5 ans après l'arrivée de Facebook, on va dire, en France, c'est 2009 à peu près. Et, mais 14, c'est l'année où j'ai ouvert mon compte. Voilà. Parce que moi, on est dans la période où les gens postent des photos de soirée, se taguent, etc. Mais qui est déjà envahi par la publicité un petit peu, etc. Et où les gens commencent à utiliser Facebook pour faire des choses plus concrètes aussi, puisqu'il y a une annonce, un avis de recherche pour une jeune femme qui a disparu, voilà, qui est diffusée au milieu de gens qui demandent de l'aide pour déménager et qui postent des photos, etc. Et ça crée un effet, alors qui pourrait être un effet égalisateur. En fait, c'est plutôt que ça met en avant l'effet égalisateur du fil, du flux internet, et ça le rend choquant. Oui. Ça le rend très choquant. Oui. Parce que cet effet égalisateur, donc une annonce, une pub, etc. Finalement, un truc anodin tombe
enfin, ça fait que la disparition n'est qu'un événement parmi d'autres, alors que le personnage, on le connaît, puisque c'est celui de la compagne, de la copine, du narrateur. Tiens, d'ailleurs, je dis, il a pas de prénom, le narrateur ? Non. Ah, il me revient, parce que j'étais en train de dire, non, il n'a pas de... Non, il n'est pas nommé. Ce qui le rend d'autant plus insaisissable, lui. Lui qui ne fait que nommer l'autre. Oui, l'idée, c'est vraiment de... Je voulais que ce soit un jeu qui permette au lecteur, à la lectrice, d'avoir l'impression que c'était eux-mêmes. Parce que je pense que le danger, il est là. Il réside dans ce truc de s'approprier cette narration ultra problématique, de la vivre comme finalement, de relativiser en fait avec lui ce qui est en train de se passer et de montrer que un livre, ça peut faire ça, finalement. Mais pour revenir au passage Facebook, comme je l'appelle, ça c'est un extrait de mon propre Facebook de l'époque où j'ai greffé un certain nombre de choses dont j'avais besoin pour la narration, mais c'est un vrai bout de film, quoi. Ouais. Et ça, c'est important d'avoir des passages qui sont, même s'ils ont des légères modifications, mais qui sont vrais. Oui. Cette recherche d'authenticité dans le document, dans ce qui se passe, dans documenter une époque aussi, au-delà de... Complètement. Je pense que peut-être, quand on fait un premier livre, on a envie de faire tout à la fois. Oui, ça, je peux confirmer. Et donc, je suis pas meilleure qu'une autre, et donc j'ai essayé de Moi, faire je crois que ça fait des bons livres à la fois. Et oui, documenter cette espèce de période où Internet est arrivé très progressivement dans nos vies. Moi, je suis née en 89, je me souviens vraiment très bien de tout ce truc de la première fois on a eu un modem, le bruit que ça faisait, la façon dont on utilisait Internet à ce moment-là, et puis le moment où on a commencé à l'utiliser sur nos téléphones portables, l'arrivée des réseaux sociaux aussi, et puis leur transition de c'est un espèce d'espace de liberté, de créativité, c'est vachement cool, à finalement un endroit de répétition, d'espace où tu trouves du harcèlement, des conflits, de la domination. Et qui enferme exactement comme ton livre finalement reproduit cet enfermement progressif d'Internet et montre alors comment finalement Internet favorise les obsessions d'une certaine façon. Alors je ne sais pas si on peut dire que Internet favorise les obsessions, mais en tout cas c'est juste qu'on a fabriqué un nouvel espace qui était très différent de nos espaces de relations interpersonnelles avant. Et puis cet espace-là, qu'est-ce qui lui arrive ? Comme c'est un espace fabriqué par l'homme et qui est une extension de la société, il est investi par les pires trucs, quoi. Le harcèlement, les gens qui vous regardent sans vous demander votre avis, la publicité qui s'intègre entre trois messages de vos amis qui essayent désespérément de vous parler. Et ça... Voilà, quoi. Et ça, et avec aussi la possibilité donc de stalking, comme on le disait, qui est bien plus grande et qui est bien plus dangereuse. Est-ce que vraiment c'est Internet qui fait que c'est bien plus grand ou c'est bien plus dangereux ? Ce sont de nouveaux outils pour le permettre. Je pense que les obsessions étaient déjà là. Oui, bien sûr, mais est-ce que c'est l'outil qui fait ? Non, c'est pas l'outil qui fait, mais en revanche, ça vient le soutenir. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais comme tous les outils viennent toujours soutenir les dynamiques qui sont existantes, tu vois, qui sont... Oui. Non, mais je... Après, alors il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais je trouve qu'il est quand même assez lié avec justement ce qu'est un avatar et comment l'identité dans le même temps se dissout. L'identité du narrateur est peut-être quelque chose de l'ordre d'une identité authentique, j'en sais rien, mais sur Internet, c'est la couverture. Et c'est dommage parce que comme je t'ai fait parler du titre et on a oublié la couverture. On a parlé de la couverture. Alors que... Elle est quand même assez belle en plus. Elle est incroyable. Alors,
Je sais, j'ai regardé une de tes précédentes vidéos avant de venir et j'ai un peu honte parce que l'autrice qui parlait connaissait le nom de la personne qui avait fait la couverture. Moi, je ne l'ai pas. Ah oui, tu l'as, mais si on ne te l'a pas donné, tu l'as pas. Donc voilà, mais c'est cette image de femme un peu floue. Alors, moi, j'étais assez surprise quand j'ai reçu le projet. J'aime beaucoup, au final. Je peux te le donner. Il est là. Là. Illustration d'après photo, Bernd Vogel, Getty Images. Ah bah écoute. Tu vois. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Tac. Et c'est bien, ça nous fait 3 visages comme ça. C'est un côté un peu photo d'identité, mais avec des traits finalement très peu dessinés. Voilà, vaguement féminin, mais moi je trouve à force de la regarder, alors c'est peut-être un peu toujours, c'est le même procédé que quand tu relis un mot 40 fois et puis au bout d'un moment il n'y a plus de sens. Peut-être qu'au bout d'un moment, quand tu regardes une photo un peu floue, le genre perçu s'estompe, je sais pas. Oui, c'est vrai que ça pourrait être. Alors c'est quand même, il y a quand même la triangulation de la mâchoire. Je l'ai quelque part parce que tu parlais des avatars, etc. Et une des choses qui se passent à côté, j'ai envie de dire, de ce narrateur qui stalk sa presque sœur, demi-sœur, je ne sais pas comment on l'appelle, etc. Il sort aussi avec des femmes, un certain nombre. Une première qui s'appelle Émilie pendant qu'il est en Erasmus en Angleterre. Une deuxième qui s'appelle Cora, qui elle participe d'une façon plus active à ce fourmillement d'internet, on va dire 2014-2015, voilà, puisqu'elle ouvre une chaîne YouTube. C'est intéressant. Ah, moi ça me fait beaucoup rire. Elle ouvre une chaîne YouTube, elle fait des vidéos. Tu vas devenir influenceuse, tu vas voir. Super. Je t'en prie. Elle fait des vidéos un peu comme ça de. Ça a l'air d'être plus lifestyle, voilà. Ça a l'air d'être quand même le vlog, les traits de l'époque où c'était moins distingué finalement. Mais avec quand même un désir artistique, on sent qu'elle pourrait. Du quotidien. Voilà, elle est dans l'esthétisation de son propre quotidien, donc elle aussi, elle est dans sa perspective un peu dissociée d'elle-même, etc. Anna elle-même, à un moment, commence à faire des projets artistiques, puisqu'elle dessine, etc. Elle travaille une exposition, où pareil, on regarde des images d'internet qui sont mises en scène, voilà, avec des emojis, des machins, des trucs, du découpage de corps féminin, donc il y a une espèce de... Je pense que j'avais à cœur d'essayer avec mes maigres moyens de montrer un petit peu tout un panel de toutes les façons possibles et imaginables au moment où on a fait le basculement d'internet, où c'était plus uniquement des textes et des liens hypertextes mais des images, qu'est-ce que ça a ramené? Donc ça a ramené les filtres photos, ça a ramené 100% la vidéo avec YouTube. Moi j'étais une énorme consommatrice de YouTube pendant un bon moment. Et donc le côté un peu, on parlait tout à l'heure, on disait de télé-réalité, là c'est une autre forme de télé-réalité encore, parce que c'est le vlog. Ouais, et puis ça vient des gens lambda, quoi. De gens qui au départ ne sont personne. Ça vient... Alors, qui ne sont pas tellement de personnes que ça, parce que sinon, les gens qui étaient vraiment personnes, ça ne marchait pas. Oui. Alors, ceux pour qui ça a marché étaient quelqu'un, au moins, oui, voilà, c'est un peu bourgeois, faut des moyens, il un peu ça, une caméra, ou c'était des fictions, une façon de se mettre en scène aussi, de comprendre où est-ce qu'on va trouver ça intéressant, où va être la valeur. Mais il faut une certaine maîtrise des simulacres. Oui. Finalement. Oui. Alors que peut-être que le narrateur, lui, ne comprend pas, pense maîtriser les simulacres et les provoquer en stalkant, et finalement, les maîtrise pas et les rate, quoi. Oui, parce qu'en fait, au final, alors lui, c'est l'écrivain, parce que tous les personnages, à part Émilie, sont un petit peu tous dans un désir d'exister en tant qu'artiste, d'une façon, sur différents plans. Et lui, finalement, c'est un peu celui qui arrive le moins, quoi. Et qui était danseur, mais qui ne l'est plus. Alors, qui a fait de la danse un petit peu, où il rencontre d'autres personnages comme ça. Oui. Et qui devient... s'est cherché un peu, finalement. Et qui a un job alimentaire, qui finit par perdre, oui. mais qui est quand même amusant. Oui, parce qu'il est
il est technicien installation. Enfin, il n'est pas technicien, il est téléopérateur pour l'installation de la fibre chez les particuliers. Parce que, voilà, pour faire exister Internet, aussi, il faut qu'il se passe des choses matérielles. Et qu'on voit dès le début, parce que là, ce début, c'est un début au travail, quoi. Oui. Je passe 8 heures par jour au téléphone avec des inconnus qui cherchent à se débarrasser de moi le plus possible. C'est la description du métier de téléconseiller ou téléopérateur. Oui. C'est aussi un roman sur le travail, même si c'est plus à l'arrière-plan. Oui, voilà, c'est plusieurs romans dans un roman, peut-être. Et finalement... Le début de choses où ces personnages, il faut bien qu'ils aient de quoi subsister. Mais les autres, ils travaillent dans des boulots qui ne ressemblent pas à ce travail-là. Si on lui posait la question, si un de ses drames personnels, c'est sans doute d'avoir eu un désir de faire quelque chose, d'avoir fait des études un petit peu littéraires, où ça te dit que ça allait mener à quelque chose, et puis au final de devoir faire téléconseiller chez Orange pour arriver à vivre, parce qu'il est obligé de raturer le fait qu'il a fait des études et tout, avant de pouvoir accéder à ce travail-là, quoi. Et de s'auto-nier pour permettre à d'autres d'accéder au simulacre, enfin un truc un peu étonnant. Et en même temps, il est entouré de gens qui sont dans des métiers créatifs, donc en fait tout le monde travaille, mais ce sont des boulots qui apparaissent un peu comme les boulots de rêve, tout fonctionne pour eux, ce qui n'est pas si vrai en réalité. Oui, alors c'est sans doute sa perspective à lui, c'est un peu la jalousie peut-être, quelque chose comme ça. Oui, voilà, un auto-apitoiement de dire ça fonctionne pour tout le monde et pas pour moi. Je pense que quand on fait des choses terribles, on se trouve toujours des bonnes excuses. Et donc le mettre dans une situation très concrète, et qui est sans doute la vie de beaucoup de personnes, d'échecs un petit peu professionnels, / artistiques, / la subsistance, qui est pas un drame si pire, parce qu'au final il a quand même, il habite, il a quand même une maison où il peut aller de temps en temps, parce qu'il y a la maison de son père, après il habite chez sa copine, chez l'influenceuse youtubeuse Cora, qui elle a un appart qui lui est prêté par sa tante dans le 7e arrondissement, donc au final tout va bien. Donc finalement, même à ce niveau-là, ce drame qui vit, c'est peut-être que elle vient peut-être d'une posture un petit peu privilégiée. Ouais. Privilégiée, mais pas assez, ou pas comme il le voudrait. Oui, voilà, c'est ça. Et tu as fait exprès de donner un nom de supermarché à Cora ? Non. L'influenceuse. Non, pas du tout. Non, c'est parce qu'il y a des tu l'as dit, tu l'as mentionné en passant, il y a des permutations qui sont faites sur les prénoms. Et donc il y a Émilie écrite de deux façons différentes, Anna qui est un palindrome, un personnage masculin qui a juste une lettre mais qui n'a pas vraiment de nom, le narrateur qui n'a pas de nom. Et, il y a 2 Anna. Et il y a 2 Anna, oui. Et c'est vrai, j'étais en train de faire la liste et j'avais déjà oublié ce bout-là. Et il y a Caroline, Coraline, on ne sait pas trop. Si on sait, mais en fait, lui il se trompe au début. Voilà. L'autre répond oui, on m'appelle toujours d'une façon différente. En fait, on me perçoit toujours comme une autre personne que ce que je suis. Et en même temps, il accède aux coulisses de l'influenceuse, c'est-à-dire qu'il voit la mise en scène de la story, du vlog, et donc et il voit bien sûr la vidéo finale, donc il voit les écarts, ce qui pourrait être plus authentique, mais qui donne l'impression que tout est simulacre. Oui. En fait, il se rend compte que... non, je pense qu'il a très conscience, je pense qu'on a tous très conscience dans cette génération-là, que tout ceci n'est que des fictions qu'on rajoute sur d'autres fictions, avec chacun son médium préféré. Et oui, du coup, elle insère à l'intérieur de son propre, sa propre création littéraire, entre guillemets, des exemples qui sont un petit peu, qui sont pas très tendres avec ces gens qui partagent sa vie, même que ce soit de toute façon, avec les femmes avec qui il sort, il est extrêmement il est vraiment pas très sympa avec elle, quoi, dans le discours en tout cas de ce qu'il exprime.
il est dans une posture de surplomb, un petit peu comme ça, vis-à-vis de Cora, je pense en particulier, de dire elle est influenceuse, oui, tout ceci, elle a l'impression de faire de la fiction, mais bon, tout ceci est un petit peu bas niveau. Ça se voit bien qu'elle monte tout d'une façon, voilà, un petit peu bricolage. Il est très méprisant. Et aussi, finalement, je reviens à cette question de l'outil, mais ça répond aussi à ça. Finalement, il est un peu l'incarnation d'un male gaze. Ah bah bien sûr. Et aussi par les outils, bah oui, il faut le dire. Oui, d'accord. C'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début, j'ai l'impression. Mais oui, mais parce qu'après on va présenter la troisième partie, mais on va commencer par le male gaze. Oui, non, oui, c'est sûr. Non, bien sûr, évidemment, il est male gaze déjà de base. Il est gaze, qui regarde, voilà, parce que il est stalker, c'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas de... C'est un voyeur. Voilà, c'est un voyeur. C'est un voyeur qui provoque, c'est pas juste un voyeur occasionnel et qui a un seul objet. Oui, il est voyeur, il passe à travers la caméra de Anna, donc il est dans un dispositif de caméra, donc il faut rappeler que le male gaze ça a été théorisé au départ autour du cinéma, et donc du dispositif de caméra et de ce que la caméra regarde. Et de l'exemple des voyeurs dans Fenêtre sur cour, du fait que Fenêtre sur cour, par exemple, mais c'est un dispositif de voyeur. Oui, absolument. Oui, donc oui, c'est vrai qu'il regarde... Il regarde par la fenêtre aussi, parce qu'il la suit dans la rue, il la suit dans le métro, etc. Et donc de temps en temps, il se pose en bas de chez elle, il regarde ses fenêtres, ça lui donne des informations sur elle est là, elle n'est pas là, elle est dans cette pièce-là, elle est dans cette pièce-ci. Tu parles de fenêtre sur tour, mais moi je vais te parler d'autre chose. C'est dans Un amour de Swann. Un amour sur soi, c'est intéressant comme c'est ça. Dans Un amour de Swann, dont on parlait tout à l'heure. Swann il regarde Colette à un moment. Pourquoi je dis Colette, n'importe quoi, je suis perdue. Odette. Tu commences à fatiguer, il fait chaud. C'est un petit coup d'éventail. Un petit coup d'éventail, merci. Il fait 33 degrés. Je pense qu'il fait un peu chaud là, on commence à voir. Voilà. Je suis obligée de fermer pour le bruit éventuel. Mais ouais, tu vois, il y a Swann qui regarde par les fenêtres, qui est très jaloux à ce moment-là, qui voit la lumière des pièces allumées où elle est potentiellement... Et le narrateur qui va finir par regarder Albertine qui dort. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Dans La prisonnière, ça c'est très étudié dans Pour en finir avec la passion, ça ces passages sont vraiment repris, notamment, analysés. Et ça d'ailleurs, on l'a aussi, le fait d'observer quelqu'un qui dort et éventuellement... c'est un motif qui me touche beaucoup, mais voilà. Oui. Mais donc du coup, oui, c'est sûr qu'il y a un male gaze qui est mis en place dans le roman, que moi j'ai commencé en 2012, donc à un moment où, en tout cas, l'expression male gaze m'était pas arrivée, je crois qu'au final, son essai date de 2011. Alors, l'essai de Laura Mulvey date de 75, en traduction, on est je savais que tu allais savoir et que tu allais avoir les informations, je te regardais en mode, donne du contexte un petit peu à cette expression. Ça fait genre, mais on est quand même peu à être tombé dessus au moment-là, ça restait du blog. Il a commencé à être très célèbre avec le bouquin d'Iris Bray, voilà, c'est ça, en 2020, mais il a été traduit un peu avant en français, et il y a eu plusieurs traductions. Moi, je cite en général dans mon essai ou l'article de The Conversation qui est sorti hier, je cite la traduction du bouquin parce que j'ai comme tendance en tant que littéraire à citer des bouquins, mais en fait il a déjà été traduit avant sur des bordements et circulé, quoi. Le concept a commencé vraiment à circuler en France, je crois autour de 17-18 avec Anne-Charlotte Husson. Moi c'est là où je l'ai vu, en tout cas, c'est sûr, c'est pas Anne-Charlotte. En tout cas, moi ça m'était pas arrivé du tout au moment où j'ai conçu cette histoire-là, et bien évidemment du jour où je suis rentrée en contact avec cette expression, je me suis rendu compte que je suis 100% dedans. J'ai eu une révélation sur ce que j'étais en train de faire, quoi. J'en ai eu plusieurs d'ailleurs, puisque MeToo, ça s'était pas passé aussi au tout début. C'est la vraie question, les romans écrits avant, après MeToo. Oui. Et ça s'était pas passé pour la partie MeToo cinéma, voilà, 2017, etc. Et donc, bien évidemment, ça a ramené une nouvelle perception pour moi au cours de l'écriture. Alors bien évidemment j'ai réécrit un petit peu après pour faire concorder tout, etc. Mais
il y a un avant et un après pour moi sur ma propre compréhension de ce que j'étais en train de faire et de quels enjeux étaient mobilisés derrière, quoi. Je regarde les ombres, mais bon, je vais essayer de jouer un peu avec les... Et donc ça, il y a du soleil, je suis au soleil. Alors on va venir sur peut-être la jeunesse du bouquin. Il y a eu plusieurs étapes d'écriture, comment ça s'est fait, est-ce que tu te souviens du moment où l'idée est venue, quelles ont été les différentes étapes? Parce qu'en fait là tu mentionnes quelque chose qui est de l'ordre de 10-11 ans entre des phases d'écriture, peut-être pas les premières, et la publication. Oui. J'ai écrit la première scène. Mais Chloé, comment devient-on écrivain? Je sais pas. Ça, je sais pas. Je suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question-là. Mais comment moi j'ai écrit un livre entier, on va dire ça, qui un roman, qui fait la film. J'ai commencé, j'étais en Erasmus en Angleterre. Il y a des placements géographiques, voilà, pareil, c'est mon décor à moi. Il faut bien mettre un peu quelque chose de réalité dans ce que tu écris à un moment. Et donc, j'ai commencé en 2012, j'ai commencé en anglais. Donc en fait, la toute première scène qu'on a lue tout à l'heure, je l'ai écrite en anglais, en classe de creative writing, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas du creative writing en France. Mais ça se trouvait, mais c'était rare. Enfin, moi en tout cas, j'en avais pas connaissance. J'étais dans une faculté qui ne faisait pas du tout ça. Quand je suis allée en Angleterre, il y avait un cours. Pour la petite histoire, je ne pouvais pas m'inscrire au cours parce que j'avais un conflit avec un cours obligatoire. Donc j'ai été à un autre cours qui n'était pas du tout du creative writing, mais il se trouvait donné par le même tuteur, gars, qui est un poète anglais qui s'appelle Ian Popple, qui lui m'a dit, car quand je lui ai filé mon premier devoir, m'a dit, mais tu devrais venir à cet autre cours. Et ce qui est un peu le meilleur truc qui peut t'arriver en tant que personne qui cherche à écrire, enfin, voilà, le fantasme d'être repéré comme ça. Et du coup, dans une de ces classes, alors c'était sur un semestre, donc ça n'a pas duré très longtemps, il nous a donné des photographies en nous disant, voilà, prenez-en une qui vous plaît, faites ce que vous voulez avec, quoi. C'est vraiment le creative writing à l'anglaise, à l'américaine, un peu très libératrice, etc. Pas beaucoup de guides, mais c'est un bon espace, quoi. Ça t'oblige à écrire toutes les semaines, faire des trucs, tu dois les rendre à la fin, donc il faut bien y réfléchir, etc. Et donc, je me suis retrouvée avec une photographie, qui était une photographie de femme, en sous-vêtements, dans une espèce de loge, peut-être d'habillage, ça sent la loge de théâtre, ou quelque chose comme ça, avec une espèce de truc carré au-dessus de sa tête, je sais pas pourquoi, et donc elle était comme ça, très bien coiffée, avec une coupe très lisse, voilà, et avec un regard très très frontal comme ça à la personne qui la prend en photo, qui est à mon sens très possiblement un homme, mais ça c'est mon interprétation personnelle. Et donc voilà, à partir de ça j'ai écrit la première scène qu'on a eue tout à l'heure, quoi. Donc je ne sais plus de quoi on parlait. Donc tu l'as écrite en anglais, je te demandais les étapes. Je l'ai écrite en anglais, donc j'ai commencé ça en 2012. Après j'ai honnêtement plus trop touché pendant 3 ans. Ça nous mène vers j'ai repris beaucoup, mais j'écrivais des petites choses donc la pratique en parallèle, dont certaines que j'ai réincorporées après dans ces passages de notes de blog, etc. Et j'ai terminé en 2020 pendant le je pense le deuxième confinement, quelque chose comme ça. Au moins ça sert à quelque chose, les confinements. Donc ça servait à plein de choses, c'est important. J'ai écrit beaucoup pendant que je travaillais, le matin dans le bus, par des petits bouts de 10 minutes sur mon téléphone portable, qui était une façon aussi de me mettre en situation, peut-être, tu vois, dans la situation d'écriture qui est représentée dans le livre, qui est de dire, il écrit de façon très fragmentaire, etc. Ça forçait ça un petit peu, tu vois. Ouais, donc t'as quand même mis des choses. Et au moment où t'as le concept de male gaze, alors je vais te le dire autrement. Il y a le concept de male gaze qui commence à débarquer, MeToo débarque, et toi-même tu débarques. Bon, je fais ça. Donc on a une troisième partie qui s'appelle Paysage, mais alors avec une épigraphe que je te laisse le soin de lire. C'est moi qui la lis celle-là. Comme tu veux, si vraiment tu préfères que je la lise. Eh ben c'est parti. Car elles ne peuvent pas être conçues en dehors de cette catégorie,
elles seules ne sont que sexe, le sexe. Les sexes, elles ont été faites dans leur esprit, leur corps, leur acte, leurs gestes. Même les meurtres dont elles font l'objet et les coups qu'elles subissent sont sexuels. Donc ça c'est Monique Wittig, écrivain terroriste politique ayant fui Paris, la catégorie de sexe, publié en anglais dans Feminist Issues 2.2 au printemps 1982. Et je te lis la suivante, ou pas, et donc il y a une deuxième épigraphe qui dit « Une femme, ça peut servir, c'est comme une belle paire de chaussures. » Anonyme, twitter.com, juillet 2019. Je suis sûre que c'est vrai. Oui, c'est une vraie citation. Ah, c'est pas la bonne date, parce qu'il fallait que la date elle fonctionne dans la narration, mais oui, c'est vrai. C'est un vrai tweet qui a, je pense, 2 likes, donc le pauvre, si vous le cherchez, vous allez le retrouver. Oui, voilà, vous pouvez lui balancer une shitstorm, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'aurait aucun intérêt. Peut-être que j'aurais dû lui écrire un petit message pour dire supprime ton tweet. Je ne sais pas. Non, parce que ça permet aussi de trouver... Ça te fait tous ces espèces de gens en réalité augmentée, mais je pense que c'est vers ça que je finirai. Bon, ben, le male gaze, le féminisme, qu'est-ce qui se passe? Ton roman est-il féministe? Il se passe Monique Wittig en 82, et puis en 2019, on est encore à une femme, c'est une paire de chaussures, quoi. Ça, c'est le monde, au niveau de l'écriture pour toi. Voilà ce qui se passe. Au niveau de l'écriture pour moi, forcément c'est la dernière partie. Moi j'écris dans l'ordre où c'est actuellement dans le livre. Donc c'est la partie que j'ai écrite. Alors je ne saurais pas. Le plus récemment, quoi. Oui, le plus récemment. Donc après MeToo 2000. Oui, sans doute même 2019, 2020, je pense. Voilà. Voire même peut-être même que 2020. J'ai un doute. Je ne sais pas dire exactement. On va pas venir vérifier. Mais oui, après MeToo, l'extrait de... Peut-être juste comme ça, tu auras une lumière. Non, mais pour toi, je pense que là, je chauffe. Et puis voilà, là, tu vas chauffer un tout petit peu moins. Ça va mieux. Tu vois je redirais plutôt, je suis désolée, quoi. Non, c'est pas grave. Mais, tiens, je vais même boire un peu d'eau à la caméra. Oui. Mais c'est important, ça rappelle que tu es un être humain. Ouais. Et donc, en fait... ça prouve que tu n'es pas un robot qui rouille, tu vois. Alors donc, je l'ai écrite après MeToo, mais je savais... C'est une des choses que j'avais décidé depuis vraiment le tout début. C'est qu'à la fin, on va révéler la fin, parce que si les gens ils ont regardé une demi-heure de vidéo, de toute façon... Ouais, on a plus une demi-heure, mais ils ont le droit de révéler la fin. Donc si vous voulez pas la fin, vous coupez la vidéo et vous revenez. À la fin... il commet des féminicides, non pas un, mais des. Et donc je sais plus ce que je voulais dire. Oui, la citation de Monique Wittig, j'ai choisi un extrait qui parle de meurtre pour... C'est ma façon à moi de mettre un espèce de petit trigger warning à cet endroit-là du livre. Elle est dénommée comme terroriste politique. T'as vu que je l'ai entourée, hein. J'ai vu la petite trace au crayon pour l'entourer, etc. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai découvert à ce moment-là, c'est pas du tout joué. Non, plein impro. Elle est. Ouais, parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Paris la politique. Elle est partie de Paris pour des raisons qu'on va peut-être pas détailler maintenant, parce que. Pour cela, vous venez à Béton Salon pour la soirée Monique Wittig, c'est celle d'octobre, il y en a une dès le 30 septembre. On fait un peu de com pour les amis de Monique Wittig. Voilà, c'était une façon d'annoncer ce qui allait se passer, mais aussi de dire que au moment où elle a écrit ce qu'elle a écrit, ça n'a pas été reçu. Enfin, ça, elle l'a formulé en tant que pensée. Elle avait un projet littéraire autour de ça, qui existait avant ça, mais qui était alimenté par ces pensées-là aussi, je pense, à ce moment-là. Et 20 ans plus tard, enfin même pas longtemps, ça fait combien? De 82 à 2019, ça fait 30, 38, un truc comme ça? Oui. C'est ça, hein? 37. Oui, 37. 37. C'est intéressant, tu vois, on peut avoir une pensée qui est... Donc c'est un peu une vision, peut-être... Je veux dire, une pensée qui n'a pas d'efficacité sur le réel, qui n'empêche pas les femmes de mourir sous le coup des hommes. C'est de dire la littérature, elle a un danger, elle peut faire des choses, elle peut convaincre le lecteur
que c'est joli à regarder des choses terribles, mais elle n'a pas forcément de contrôle sur ce qu'elle provoque non plus au final, puisque on parlait de Nabokov tout à l'heure. Il y a encore plein de gens qui pensent que Nabokov il était pour la pédocriminalité. Donc ils le prennent en prétexte, voilà. Lolita c'est très sexy comme bouquin. Que dans les années 2000 par exemple, qui sont un des sujets du livre, c'est revenu avec la chanson d'Alizée, etc., où on a remis une couche de quand même cette petite fille, est-ce que c'est pas elle la coupable, etc., etc. Et là, à contrario, il y a une écrivaine française qui a tenté de communiquer des choses littéraires et des choses politiques, et finalement qu'on a redécouvert. Enfin, moi j'ai découvert en 2019, je pense, 2020, qui c'était mon victime, je n'en avais jamais entendu parler dans ma vie. On ne me l'avait jamais donné à lire à l'école, etc. Ah non, on l'oublie, hein. Et elle revient en ce moment, mais il va falloir continuer à travailler pour qu'elle elle est revenue maintenant, mais voilà, le terroriste politique, c'est le regard... on peut se demander, c'est peut-être le regard du narrateur, je sais pas. Et d'un homme qui finalement détruit ce qui lui échappe, oui. Et qui est alimenté, enfin dont l'obsession est alimentée par cette espèce de catégorisation ultra sexualisante, aliénante et fausse de femme. Oui. Parce que finalement, ça dit quelque chose sur que femme ne veut rien dire, ton livre, tu vois. Ah, tu crois ça ? Je sais pas. Mais j'ai pas forcément pensé comme ça, mais oui, c'est vrai que l'article en question, il parle du fait que la catégorie de femme, c'est un concept qui est fabriqué. C'est une cage, c'est pas quelque chose qui est rempli de sens, c'est une cage, c'est vraiment, ça sert à enfermer. Et donc, ça enferme aussi sur peut-être ce que tu as le droit d'écrire ou pas le droit d'écrire en tant qu'autrice. Ça l'a enfermée elle, même si elle essayait très fort de lutter contre, mais voilà. Peut-être que ça enferme encore maintenant, je sais pas trop. Je pense que ça enferme encore maintenant. Voilà. Il y a un truc un peu... Il y a un truc, j'ai pas envie de dire difficile, mais il y a un truc un peu, je pense, risqué pour moi de me dire que je vais me mettre dans la tête d'un homme qui va commettre des féminicides à la fin et de m'y tenir pendant 8 ans. Plus les relectures, les réécritures, etc. Et puis d'arriver là et puis de m'asseoir et de dire ah tiens salut, moi j'ai écrit un livre perspective masculine pendant quasiment 300 pages et à la fin il tue 3 femmes. À la fin elle meurt. À la fin. Alors elle, Anna, ne meurt pas, mais à la fin finalement c'est plus un objet fantasmatique comme ça, de cette espèce de désir qu'il aurait pour elle ou quoi que ce soit. Non. Il commet des meurtres sur qui ? Sur les personnes qu'il a en domination, et donc ses compagnes. Voilà. Et qui finalement, ça leur tombe dessus parce qu'elles sont là. Et la violence surgit dans ton texte, les moments de violence, finalement sans annonce. Oui. Ils sont extrêmement brutaux. Je sais pas si tu en liras ou pas, c'est un peu trigger. Non, on n'est pas obligé. Ouais, honnêtement, mais ça devait être dur à écrire. C'était très dur à écrire. Je pense que j'ai fait une pause de 3 mois avant de le faire. Et je les ai fait en une journée. Et je les ai relus une fois depuis. Et j'en ai pas touché une virgule, quoi. Parce que c'est... Enfin, voilà, il y a un truc où Enfin, forcément, c'était terrible. C'était terrible à écrire. C'est terrible à raconter. C'est venu... Enfin... J'avais décidé depuis le début que ça se passerait comme ça, et puis il se trouve qu'il y avait un blog que je suivais moi qui s'appelle Girls and Geeks. Oui, c'était celui de Titi Lecoq, ouais. Oui, et que donc ça fait partie des personnes dont je regardais le travail au tout début, quand Internet c'était encore des blogs, voilà. Et puis en 2017, post-MeToo, elle a commencé à s'occuper du comptage des féminicides
médiatiquement, enfin c'est pas la seule, hein, évidemment c'est pas pour dire qu'elle possède ça, mais moi je suis rentrée en contact avec ça à travers elle. Et c'est très bien parce que ça m'a informée davantage, tu vois, sur comment gérer cette fin-là et qu'est-ce que ça signifiait aussi de faire un livre là-dessus, quoi. Parce que bien évidemment, tout ça, c'est pas juste... Enfin, c'est de la fiction, mais derrière, c'est des cas concrets de choses réelles qui se passent vraiment. Et donc, ça peut pas être... je pense que quand on écrit sur ce genre de sujet, on a une responsabilité quand même, tu vois, où ça peut pas être complètement détaché du versant réel de ce qu'on raconte. Voilà. Là, tu parles au niveau d'une éthique d'écriture, ça rejoint une actualité de façon presque miraculeuse et tragique. Parce que là, le fait que les questions que tu te poses deviennent des questions d'actualité, ça aurait pu être heureux si c'était pas ces questions-là, je veux dire. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il aurait pu se passer qu'entre... Pour l'écriture, c'est super, mais c'est vraiment horrible pour le monde. Entre 2012 et 2023, on ait trouvé un moyen de faire en sorte qu'il n'y ait plus de féminicide, mais est-ce que ça aurait pu se passer? Je pense pas, quoi. Il y a une question aussi de comment ça survient dans ma tête à moi, tu vois, cette histoire-là, et pourquoi est-ce que c'est ce récit-là qui se passe. Et je pense que qu'il y a un truc où... on est, en tant que femme, exposée à de la violence sous plusieurs angles. C'est-à-dire qu'on reçoit de la violence par, en premier lieu, des choses qui nous arrivent, et on reçoit de la violence aussi par effet collectif de récits de choses qui arrivent à d'autres personnes. Voilà. Et le troisième axe, c'est qu'on reçoit de la violence par la fiction. Et par l'histoire familiale qui est aussi là. Oui, voilà, quand je disais les récits des autres personnes, il y a les récits familiaux, les récits des amis, etc. Et puis, les récits médiatiques, journalistiques aussi. Et puis, il y a la fiction en particulier, qui quand même tue beaucoup de femmes. Fabrique beaucoup de femmes pour les tuer. Et donc c'est ce que fait ce narrateur, d'une certaine façon. Enfin, ça dépend comment on pense tout ça. Est-ce que tout ça se passe réellement ou c'est son récit? Je pense que tu peux le voir sous différents angles. Mais c'est terrible de toute façon, quoi. Et tu parlais de romans policiers au début, et toi tu fais l'inverse, puisque le crime est à la fin et qu'on va pas résoudre le crime. Non. Et avec en plus ce truc extraordinaire au niveau littéraire, qu'on se rend compte, c'est les pages 265, 6, 7, alors c'est des pages de violence, donc je m'occupe de les décrire. Pas la numérotation, donc... Voilà, tu les vois là. Ah oui, c'est... Qui vont être en fait une espèce de récit dans le récit, c'est-à-dire qu'en fait on a un moment où on a accès à des documents, donc que probablement le narrateur lit pour qu'on y ait accès, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Mais... donc ils sont aussi du flux internet, et donc c'est vraiment un moment où finalement internet, le male gaze et l'histoire sont complètement en fusion. Oui. Comme s'il y avait trois liens thématiques et d'intrigues qui là sont vraiment réunis et qui permettent d'avoir toujours avec ce procédé du found footage du manuscrit trouvé, on a directement en fait finalement la rétrospection des actes violents du narrateur. Oui. Et qui sont finalement les moments les plus authentiques et les plus directs et les plus bruts et brutaux, bien sûr. Bien sûr. Et factuels. Et où on a des moments, par exemple, d'une fête qui avait été racontée, où il y avait eu un bris de miroir, et où on comprend en fait que c'est lui qui a explosé le miroir. Ouais. Ce qui n'était pas du tout raconté. Bah non. Parce que, alors comme chez Agatha Christie, finalement, le meurtrier peut être le narrateur. Avec cet effet donc, voilà, de narration non fiable qu'on avait évoqué, et en plus ce déplacement du fait que le crime a été disséminé, mais caché. Oui. Ou occulté exactement, puisque caché tout au long du récit, pour vraiment exploser à la fin et ne pas être le début d'une enquête, comme dans un roman policier classique. C'est ça. En fait, c'est que
je pense que ça donne peut-être l'impression que tu es en train de mener l'enquête quand tu lis, parce qu'il y a cette histoire de stalking quand même qui existe, etc. Donc peut-être que tu es en train de faire l'enquête toi sur ça. Et on a compris que le narrateur n'est pas fiable, donc on a envie, on cherche des signes, etc. Mais en fait, il y a un autre drame qui se noue, parce que bien évidemment, il y a une continuité. S'il se permet de stocker sa demi-sœur, c'est que ça va pas s'arrêter là, quoi. Si on lui donne l'espace pour communiquer finalement, parler, s'exprimer. Continuer à relationner avec des gens, etc. Enfin voilà, se passe ce qu'il se passe, quoi. Et finalement, quand on rentre dans la tête de celui qui n'est pas encore, qui devient, qui est peut-être déjà, c'est un peu mélangé tout ça, hein, parce que justement on n'a pas accès à tout, un tueur. Quand on rentre dans sa psyché, en fait, la seule chose qui se passe, c'est qu'on est en fume. Oui, c'est du flou. Ouais. En fait, il est dans le flou totalement, il dit jamais vraiment ce qu'il pense, parce que ça révélerait la réalité de ce qui se passe, sans doute qu'il se le formule même pas mentalement, parce que ça c'est ma vision personnelle, je pense que c'est crédible de se dire que ça correspond complètement à la sociologie de la violence masculine. Je ne sais pas, mais sans doute les gens qui font c'est pas du pifomètre, commettent des féminicides, ils se réveillent pas tous les matins en se disant ah oui j'ai fait ça, ils y pensent pas toutes les 10 minutes, quoi. Et donc tu parlais de les pages que tu citais, c'est un moment qui se passe sur Twitter. Voilà, où il y a des donc avec le changement de médias qui suit les qui cherchent, voilà, c'est Twitter en 2019, on va dire, en gros, avec une influenceuse voilà, qui a un petit peu d'existence, et donc qui disparaît, et donc les gens commencent à s'inquiéter, ça mène des enquêtes, ça cherche à rassembler des témoignages. Il y a ce truc du collectif qui se fabrique au sein d'espaces de réseaux sociaux, et donc Twitter c'est un exemple, mais qui présente une réalité qui est vraiment pas sympathique pour le narrateur, parce que voilà, ça met à jour un certain nombre de choses qu'il a pu faire, mais qui vient tout de suite être remis en concurrence par plein de gens qui viennent dire aux personnes qui ont écrit ces fils de témoignages qu'en gros il y a d'autres sujets plus importants, et que bon, ça se trouve elle l'a bien cherché, et que tout le discours dominant habituel. Vous pensez aux femmes en Afghanistan, et puis voilà, donc toute cette espèce de remise en balance constante qui est celle que moi je vois à l'œuvre, en tout cas dans ces espaces-là, quoi. Et qui amène une polyphonie très discordante, et qui aussi qui étouffe, quoi, et qui montre peut-être également comment le regard du narrateur s'attache davantage aussi à ces messages-là qui vont dans son sens. Oui. Probablement, enfin là... Oui, voilà, c'est ça, c'est, bien sûr, ils sont présentés parce que c'est une façon pour lui de reprendre un peu d'ascendant, parce qu'en fait, il a une foule d'admirateurs qui pensent que peut-être tout le monde s'excite pour rien. C'est peut-être que... Et d'ailleurs, Anna ne le croit pas coupable. Alors Anna, je pense que dans la narration du narrateur, elle ne le croit pas coupable, elle l'accuse pas frontalement, elle a d'autres chats à fouetter, elle revient s'occuper de lui lors du décès de son père, parce qu'au final il faut bien qu'elle s'occupe de lui, quoi, quand même. Bon, c'est ce qui parle profondément de la domination masculine. Encore une fois, c'est un choix. Je pense que tout ça, c'est... j'ai essayé de réfléchir à ce qui le plus... Je voulais que ce soit dans cette dernière partie-là. Avant, on est beaucoup dans ce truc un peu fantasmé, un peu onirique aussi, etc. Dans cette dernière partie-là, je voulais qu'il y ait un moment de retour à la réalité. Et je me suis vraiment posé la question de dire, bon voilà, si vraiment concrètement ça s'était passé, probablement est-ce que vraiment il y aurait eu une foule de gens contre lui, pas sûr. Est-ce qu'on l'aurait accusé directement, vraiment pas sûr. Est-ce que elle aurait peut-être été dans une posture où elle se sentait pas de l'accuser, de rompre le lien familial, etc. D'autant plus
vu l'actualité familiale et l'histoire familiale très lourde, Voilà, oui. qui est suggérée. Donc, voilà, pour moi, c'était une façon de ramener un petit peu de réalité à ce moment-là. Enfin, j'espère que ça fonctionne. Et donc, forcément, ça rend les choses très, très lourdes et difficiles, je pense, à subir en tant que lecteur. Moi, on m'a parlé beaucoup d'une claque à ce moment-là. Parce que je pense qu'il y a des gens qui s'engagent vraiment dans la perspective du narrateur et qui, au moment où tout ça se passe, une espèce d'effondrement total, de dire mon Dieu, ça fait les 3/4 du livre que je suis ce bonhomme. Que j'ai relativisé en fait. Ben, peut-être qu'on a besoin de cette claque épistémologique, affective, mais que ça ne peut être qu'une claque, il y a une telle dissonance. Je sais pas si on en a besoin, mais en tout cas, je veux pas dire que la violence éducative c'est bien. Non, bien sûr, mais je pense que c'est ma façon d'essayer de trouver un moyen de faire quelque chose qui agit un peu. Et tu dirais que c'est un roman féministe ? Oui, moi je pense que c'est un roman féministe, j'aimerais bien. Je sais qu'il y a beaucoup de... Parce que j'ai assez peu lu d'autrices féministes pendant toute la rédaction de ce livre, parce que simplement j'étais pas en contact et que j'ai pas eu l'occasion avant et que ça se passe maintenant. Je sais que c'est pas du tout l'approche qui est prise par beaucoup d'autrices féministes actuellement, dans le sens où on a plutôt tendance à dire que représenter des psychés d'hommes violents, c'est pas voir à travers leurs yeux, on en a assez, on en a plus besoin, je pense qu'on n'en a pas de façon féministe beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup d'analyses féministes. Je l'avais cité pour en finir avec La Passion, on peut citer Kate Millett, on peut citer quand même pas mal de théories féministes, d'analyses féministes, d'œuvres qui ne sont pas féministes, mais des œuvres féministes qui l'analysent, je pense qu'on n'en a pas tant que ça. Donc voilà, je prétends pas affirmer que oui, j'ai raison et que tout le monde a tort. Non, mais tu dis ce que tu as. Non, bien sûr. Enfin, je sais pas si maintenant je le referais de la même façon, tu vois. Sans doute que non, parce que juste ça existe dans son temps, qui est le temps de 2012 à 2020 pour moi, et puis le temps de 2023 pour les lectrices. Mais il est très très fort sur ça, sur aussi ton livre, sur la captation de ce qui fait une époque, et donc de ce qui fait aussi l'histoire, parce qu'il y a une évolution, vu la longue période qui est appréhendée, notamment d'Internet, mais pas uniquement, et sans la lourdeur d'un Bret Easton Ellis, avec juste les grandes marques, ce genre de choses, tu vois, t'es vraiment sur quelque chose, alors, qui va être du côté, évidemment, de quel médium ou média, je sais jamais comment il faut le dire, mais de passer donc blog, Facebook, Twitter, etc. Ça suit l'époque, mais ça amène aussi des écritures très différentes, donc qui sont nourries de tes propres flux internet. Il y a un moment, il faut bien qu'on parte de quelque part. J'ai sans doute passé beaucoup trop de temps sur Twitter, je pense qu'on peut le dire sans que ce soit dramatique. Mais ce que je trouve incroyable, c'est comment cette fragmentation que peut amener Internet, de textes courts qui se succèdent, avec ce qui a été des image boards, un moment, donc le flux de posts, de tweets, etc., fonctionne très bien avec l'espèce de perception dissociée permanente du narrateur qui en même temps donne une espèce de fausse maîtrise, tu vois, par le mécanisme de ce qu'on appelle l'épanorthos, qui est la correction quand il reprend. Est-ce que c'est ça ? C'est peut-être plutôt ça, etc. Très Nathalie Sarraute, par exemple. Que je n'ai pas lu. Voilà, mais c'est pas grave. Attends, Nathalie Sarraute. Mais très intéressante, Nathalie Sarraute. Je l'ai pas assez lu, mais vraiment chouette. Mais alors, tu l'as chez d'autres aussi, tu vois, les épanorthos comme ça, c'est vraiment une figure de style. Et en fait, ça colle avec cette espèce d'écriture de la dissociation. Tu vois, là aussi, il y a quelque chose entre Internet et la dissociation chez le narrateur qui crée cette impression que moi j'ai trouvée poisseuse, paradoxalement, tu vois, ou sur la construction du personnage qui est très spéciale. Qui, voilà, pour moi est assez atypique en littérature, alors je n'ai pas tout lu, mais qui fonctionne très très bien en tout cas, ça c'est sûr que je peux le dire. Et qui me semble une grande réussite. Chloé, est-ce qu'il y a des questions que tu as voulu que je te pose et que j'ai oubliées ? Des questions que tu aurais voulu que tu me poses Ou des choses que tu voudrais aborder Alors, moi j'ai pensé à La Maison des Feuilles en le lisant aussi. Je l'ai pas lu. Ouais, tu vois, mais sur la question des documents, des choses comme ça.
des tu parlais un enquêtes. petit peu de ma propre vie sur Internet, sur Twitter, etc. Et il se trouve qu'une partie de ce roman a été fabriquée au sein d'un espace Internet, voilà, une espèce de collectif qui existait à un moment. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient très fans de la Maison des Feuilles. Donc, ce qui est sûr, c'est que il y a sans doute des influences à l'intérieur de Civ, qui est un livre physique publié dans une vraie maison d'édition, une influence de gens qui ont écrit et qui ne sont pas publiés à l'heure actuelle, et qui peut-être certains le seront jamais, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce que... Et puis on va se rappeler, c'est Sylvie très Toral difficile. avait bossé sur le livre sur rien. Au 19e siècle, ça existait déjà, ça à écrire sans publier. Ouais. Et donc il y a, je pense, un ancrage, voilà, dans des écrits sur Internet en général, enfin, où moi, s'il fallait citer des influences, sans doute que je serais plus à l'aise de citer des pseudonymes de gens. Faut peut-être le faire, hein. Non, parce que je ne vais pas aller les réveiller, parce que je ne leur ai pas demandé la permission aux gens, tu vois, de venir, mais ouais. Et avec quelque chose de collectif aussi. Il y avait quelque chose de collectif qui se... Voilà. Internet, ça ne sert pas que à faire des choses horribles, ça sert aussi à faire à écrire des trucs. C'est une belle conclusion, tu sais. Oui, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Vraiment un immense merci d'abord pour le livre, que vraiment je recommande. Quand vous êtes en forme, ça reste un livre difficile. Non, mais on va le dire, quoi, voilà. Je vais mettre un trigger warning. Quand vous êtes en forme. Oui, non, mais c'est vrai que... Vaut quand même mieux être en forme, mais ça vaut le coup de le lire. Vraiment. Non, mais c'est sûr que là, ma rentrée littéraire... Et puis là, maintenant, je vais lire Claude Lhomme, je pense, donc... je pense que c'est bien. Ouais, c'est super, mais c'est super dur aussi. Oui, si c'est le dernier. Ça, oui, je pense, je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense qu'il va être dur. Voilà, et un grand merci d'être venu parler d'Anna Partout. J'allais dire pauvre femme, mais t'es pas Claude Lhomme pour moi. Non, vraiment. Ou pas. C'est pas moi. C'est pas toi. C'est vraiment un super bouquin. Merci Azélie. Et je vous dis à bientôt.